Bonjour, Quay. Je m'appelle Jennifer Quaid, je suis vice-doyenne à la recherche à la section de droit civil de l'Université d'Ottawa et je vous souhaite la plus chaleureuse des bienvenues aujourd'hui. Tout d'abord, au nom de la section et de l'Université, je tiens à souligner que les terres sur lesquelles se trouve l'Université d'Ottawa font partie du territoire traditionnel du peuple Anishinaabe-Algonquin. Nous leur rendons hommage et reconnaissant leur relation continue avec ce territoire qui demeure non cédé et dont ils sont les gardiens traditionnels. Nous rendons également hommage à tous les peuples autochtones qui habitent Ottawa, qu'ils soient de la région ou d'ailleurs au Canada. Nous reconnaissons les gardiens du savoir traditionnel jeunes et âgés et nous honorons aussi les courageux dirigeants d'hier, d'aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous accueillir lors de l'édition 2021 de la conférence annuelle du Laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les droits de l'enfant, connu sous l'acronyme LRID. Créée à la suite d'une conférence internationale sur les droits de l'enfant en mars 2007, organisée par la Faculté de droit et le Centre de recherche et d'enseignement sur les droits de la personne, le but du LRID est de favoriser la recherche interdisciplinaire sur des questions relatives aux droits de l'enfant et à son bien-être. Je vous invite à consulter le site web de la LRID pour plus d'informations à ce sujet, mais je peux vous dire que les recherches sont très reconnues et très poussées et il y a beaucoup de projets fort intéressants. Aujourd'hui, le laboratoire nous présente une table ronde qui discutera du rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, qui a été menée sous la présidence de Mme Régine Laurent et la commission est connue sous le nom la Commission Laurent. Plus tôt cette année, la commission a déposé son rapport après 2 ans de travaux. Et aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'entendre 2 commissaires de la commission ainsi que 2 chercheurs qui sont membres du LRID pour discuter du rapport et des incidences possibles pour l'avenir qui découlent des recommandations de ce rapport. Nos invités aujourd'hui, et je vais simplement les nommer parce que leurs biographies sont tellement impressionnantes que je n'aurai pas le temps de tous les décrire. Nous avons d'abord Jean-Simon Gosselin, qui était commissaire à la Commission Laurent. Nous avions également Leslie Hill, qui est également, elle était également membre de la commission. Nous avons Valérie Costanzo, qui est doctorante en droit à l'Université d'Ottawa, et Laurence Ricard, qui est également doctorante en droit, mais à l'Université McGill. Je laisserai maintenant la parole à Mona Paré, professeure titulaire à la section vice-doyenne aux études supérieures et membre de la LRID. Merci pour cette introduction, Jennifer, et c'est mon tour maintenant de vous souhaiter tous et toutes les bienvenus à notre première conférence midi en fait du laboratoire pour cette année universitaire. Et donc on avait voulu consacrer cette première rencontre, première discussion sur le rapport donc de la commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, donc qui vient de sortir cette année et qui est pleine de recommandations. Et donc on a invité des experts en la matière pour discuter des recommandations. Qu'est-ce que ces recommandations veulent dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour la protection de la jeunesse et plus généralement pour les droits de l'enfant au Québec? Donc, comme vous venez de l'entendre, donc on a 2 commissaires et qui ont de l'expérience dans le domaine de la protection de la jeunesse. Également, nos 2 chercheurs universitaires qui sont membres du LRID, qui ont également de l'expérience dans ce domaine et dont les recherches doctorales portent également sur la protection de la jeunesse. Donc, comment est-ce qu'on va procéder? C'est que je vais mener une discussion en posant des questions à nos conférenciers. Et ensuite, vers la fin, pas tout à la fin, mais en deuxième partie, disons, j'ouvrirai la discussion au public également
Et comme nous sommes dans un webinaire, vous ne pourrez pas ouvrir votre micro pour parler, mais il vous faudra utiliser l'icône Q&A, donc questions et réponses. Donc, vous pourrez écrire vos questions et je pourrai ensuite les transmettre à nos panélistes pour pouvoir continuer la discussion ainsi. Donc, sans plus tarder, parce que je sais que la discussion va être très riche, sans plus tarder, on va lancer la discussion et je voulais commencer en fait pour permettre à nos panélistes de mettre la table un petit peu. J'imagine que la plupart des participants ici connaissent un petit peu ou beaucoup le système de protection de la jeunesse du Québec. Par contre, il me semble qu'on a peut-être également des participants internationaux. Donc, j'aimerais demander au commissaire, à M. Gosselin en fait, et Mme Hill de nous parler brièvement du mandat de la commission et des travaux de la commission qui ont eu lieu donc, entre juin 2019 et avril 2021. Donc, quel était ce mandat et qu'est-ce que vous pouvez dire de nos travaux peut-être qu'on ne peut pas lire dans le rapport, sans que ce soit des secrets? Qu'est-ce qui vous a peut-être surpris pendant les travaux? Ou est-ce qu'il y a eu des obstacles à ce niveau-là? Donc, on va peut-être commencer avec M. Gosselin pour qu'il nous explique un petit peu le mandat. Oui, alors d'abord, merci Madame Paré, vice-doyenne, parce que ça nous sort de l'oubli, nous, là. Quand on a remis notre rapport le 30 avril, c'est 22 mois qu'a duré la commission au total et les experts sont arrivés en juillet, donc une vingtaine de mois. La commission est dissoute instantanément dès la remise du rapport. Il n'y a pas de grief possible, ça se termine là. Alors, merci beaucoup de nous inviter, Madame Hill et moi. Brièvement, des commissions d'enquête, c'est un outil que le gouvernement utilise assez rarement. Il n'y en a pas actuellement en vigueur. Il y en a eu 9 dans les 22 dernières années. Donc, il y en a eu aussi très spécialisés, là, quand le viaduc de la Concorde est tombé ou Bastarache, quand il y a eu un litige entre M. Charest. Alors, ce qui est particulier, puis j'essaie d'être rapide, là, mais ce qui m'a, moi, surpris, c'est qu'une commission d'enquête n'a pas de structure autoportante. Quand Mme Laurent m'a appelé pour m'annoncer que j'étais nommé, ben, elle était chez elle avec son cellulaire personnel. Tout est à construire pour une courte période, recruter les locaux et tout. Alors, il y a des enjeux logistiques phénoménaux. Malgré tout, on a réussi à produire le rapport. Nous autres, évidemment, moi, je termine là-dessus, je laisse la parole à Mme Hill. Ce qui m'a un petit peu... en fait, ça ressemble beaucoup à un procès, à une commission d'enquête, dans le sens qu'on a écouté, on a entendu, on a lu plus de 200 mémoires, plus de 2000 citoyens et intervenants dans les 42 forums. Il y a une preuve, appelons ça comme ça, là, où il y a des éléments d'information qui nous ont été apportés. Et c'est bien au-delà des opinions des experts, c'est qu'est-ce que les gens qui ont participé à la commission avaient à dire et à proposer. Il y a évidemment des problèmes, mais des solutions aussi. Alors moi, c'est ça qui m'a un peu... il faut être à l'écoute finalement, et ce n'est pas un groupe d'experts là, qui en catimini décide tout. Il faut vraiment prendre le temps d'écouter, d'analyser et d'aller vers les propositions ou les recommandations qui ont été amenées par les participants. Voilà. Merci. Je vais passer la parole à Mme Hill pour compléter. Moi aussi, je veux vous remercier de nous inviter aujourd'hui. C'est vraiment un honneur d'être là. Ce que j'ajouterais à ce que Jean-Simon a dit jusqu'à maintenant, c'est la largeur du mandat qui nous a été confié. Ce n'était pas un mandat pour regarder les dispositifs du système de protection de la jeunesse. C'était un regard très large et systémique sur comment on peut protéger les enfants dans notre société et l'interface entre tous les systèmes qui donnent des services publics aux enfants
en passant par le ministère de la Famille avec toutes les garderies en petite enfance, en regardant santé, services sociaux, les écoles. Donc, c'est sûr que dans un temps très court qui nous était imparti, il fallait regarder comment on va s'organiser pour recueillir toute cette information-là, pour arriver avec quelque chose de pertinent, mais avec le défi et je dirais la frustration parfois de ne pas être capable d'aller jusqu'au fond des choses dans chacun de ces univers qui auraient pu avoir une attention à eux seuls portée. Donc, je pense que ce qui est important de retenir, c'est que ce n'est pas la commission sur le système de protection de la jeunesse, c'était une commission sur les droits des enfants. Donc, les droits dans le sens large. Donc, ça nous a amené à regarder ce côté-là, qui est plus les droits, puis parler de nos premières recommandations en ce qui concerne l'institution d'un commissaire, une charte, etc. Et aussi de regarder l'ensemble des enfants dans la société, comment ils peuvent avoir une voix démocratique et participer à la société. Et l'autre partie qui est plus les services publics. Donc, je vais arrêter là-dessus, mais c'est un défi en soi, la largeur du temps. Merci de nous avoir donné cette perspective, en fait, justement la largesse, le départ des travaux, et puis qu'est-ce que ça voulait dire pour vous qui participiez à la commission. Et donc, vous avez passé donc à travers de toutes ces étapes en rencontrant un grand nombre de personnes, en lisant les mémoires, etc., comme vous disiez, et vous vous en êtes arrivé à un très gros rapport, beaucoup de recommandations. Et donc, je voulais un petit peu poser la question à vous tous, y compris les chercheurs, là. Quels sont, selon vous, les problèmes principaux qui ressortent des travaux de la commission et donc des travaux de la commission ou encore de vos recherches ou encore de votre pratique parce que vous êtes quand même la majorité là d'entre vous qui avez pratiqué dans ce domaine. Donc, entre la pratique, entre vos recherches universitaires et les travaux de la commission, quels sont, selon vous, les principaux problèmes auxquels il faudrait s'attaquer et qui ont été identifiés ou non, selon vous, donc dans le rapport? Et je vais peut-être donner la parole d'abord à Maître Costanzo. Bien, merci d'abord pour cette occasion de discuter avec les commissaires, avec ma consoeur et vous-même, professeur Paré. Je dois dire d'abord, la question est ambitieuse, le rapport était ambitieux aussi, donc de ne pas juste regarder l'état de la situation en protection de la jeunesse, mais de porter un regard critique sur notre société, la place des enfants, les droits des enfants dans la société. J'ai l'impression qu'on pourrait parler uniquement des enjeux qui ont été soulevés. Je vais en nommer quelques-uns. Je suis sûre que ma consoeur va pouvoir compléter, et puis les commissaires, évidemment. Je pense qu'une chose qui est ressortie, c'est nécessairement tout ce qui est relatif à la prévention. Donc, tout ce qui est relatif à comment est-ce que la protection de la jeunesse est devenue la première ligne parfois de service, alors qu'il y avait des besoins qui étaient là, qui étaient présents, des familles qui voulaient se prendre en charge, qui voulaient répondre à des besoins particuliers, à des difficultés particulières, mais une difficulté d'avoir accès à ces services-là, et donc la protection de la jeunesse qui a été sursollicitée de par ces besoins. Après, sur le niveau de mes recherches à moi, alors moi j'ai une pratique, en fait, j'ai une formation comme avocate familialiste. Et puis, dans mon parcours académique, je me suis intéressée à la participation des enfants dans les litiges qui les concernent. Et justement, certains éléments qui ressortent des travaux de la commission sont en lien avec la participation des enfants à ces litiges, et même plus largement, d'abord, la place des enfants dans la société, la place qu'on accorde à leur parole, à leur participation, comment ça se répercute également une fois qu'on se retrouve dans un contexte de protection de la jeunesse. Et en ce sens, peut-être plus tard, on va pouvoir faire un lien entre certaines des recommandations qui ont été émises et comment cet impact n'est pas seulement sur la loi spéciale qui est la protection de la jeunesse, mais pour avoir des impacts plus grands sur les enfants qui sont dans des litiges familiaux ou même dans la société. Mais je pense qu'on touche à un point quand même névralgique qui est à peu près partout dans le rapport.
c'est de mettre en œuvre un système qui permet aux enfants d'être à la fois protégés, parce que c'est la mission première de la loi sur la protection de la jeunesse, mais également autonomisés. Donc, de prendre également un certain contrôle sur leur vie, sur ce qu'ils vivent, sur les décisions qui sont prises, d'être impliqués dans ce processus-là. Donc, la prévention et l'implication, la participation des enfants. Maître Ricard? Oui, alors je vais vous remercier aussi de cette occasion-là. Pour ma part, j'arrive avec peut-être pour expliquer un peu le contexte de mon point de vue, j'arrive avec un background où j'ai pratiqué comme avocate pour la DPJ pendant 5 ans et j'ai commencé cette année mon doctorat. Et moi, dans mes recherches, je m'intéresse principalement à l'arrimage entre le juridique et le clinique. Donc, c'est sûr que moi, quand j'ai pris connaissance du rapport, je l'ai regardé avec cet angle-là, c'est-à-dire est-ce que vraiment les outils juridiques qu'on se donne sont à même de répondre aux objectifs, non seulement aux objectifs cliniques dans le sens très spécifique de la loi sur la protection de la jeunesse, mais peut-être aussi aux objectifs sociaux généraux qu'on essaie de poser à travers la question plus générale, là, comme le disait Mme Hill, du droit des enfants. Alors moi, j'ai vu beaucoup de recommandations que je célèbre là, dans le rapport, que je trouve merveilleuses, entre autres la question de la médiation obligatoire, comme première étape avant la judiciarisation dans des dossiers en protection de la jeunesse, le réinvestissement massif dans les services sociaux qui me semble vraiment être en fait le nœud de l'enjeu. En fait, plutôt que de faire la liste des recommandations que je trouve pertinentes, peut-être de partir sur ce point-là, la question du réinvestissement massif, pour moi, elle devrait être avant la question de la Charte des droits de l'enfant et du commissaire, qui sont des recommandations pour lesquelles personnellement, j'ai quelques réserves parce que je me pose la question sur les impacts concrets et réels que ça peut avoir et des fois les effets secondaires que ça peut avoir dans la façon dont on entrevoit les enjeux, surtout dans le contexte spécifique de l'application de la loi sur la protection de la jeunesse, en mettant l'insistance sur un discours de droit. On tend, à mon avis, à renforcer un peu le principe contradictoire d'un débat sur le bien-être de l'enfant. Ça a été mon inquiétude, moi, quand j'ai lu les recommandations du rapport. Je voudrais juste ajouter un court mot sur la question de la participation des enfants et de leurs parents, qui est souligné partout dans le rapport et avec lequel on ne peut qu'être en accord. Je pense qu'un des enjeux qui va se poser pour la mise en œuvre de ces recommandations-là, c'est aussi les situations très spécifiques de vulnérabilité dans le contexte de protection de la jeunesse qui créent un impact sur justement l'autonomisation de ces personnes-là. Et moi, dans le contexte de mes recherches, j'utilise la notion d'autonomie relationnelle, donc de l'autonomie qui est construite à travers les relations, que ce soit les relations intimes, sociales, juridiques. Parce qu'il me semble qu'un des enjeux, entre autres au niveau des enfants qui se retrouvent dans les situations de vulnérabilité et qui sont appelés à exprimer leur point de vue par rapport à leur situation, c'est aussi que les situations de vulnérabilité peuvent poser des problèmes dans leur propre capacité à s'exprimer, à identifier leurs besoins, à identifier ce qui est la notion de bien-être s'ils ne l'ont pas vécu. Donc, moi, c'est ces enjeux-là sur lesquels je travaille et avec lesquels j'ai regardé le rapport. Merci. Et je pense qu'on reviendra pour un nouveau tour, là, vraiment sur les recommandations, puisque vous en avez pensé. Et là, ce que je retiens de ce que vous avez dit par rapport aux problèmes principaux, donc il y a le social versus le juridique, le fait peut-être qu'il y a trop de judiciarisation et pas assez d'emphase sur le côté social de l'intervention. Et ensuite, on pourrait reparler encore, je pense il y a pas mal de choses à dire sur la notion de participation et d'autonomisation des enfants. Mais là, je vais passer la parole
peut-être à Madame Hill de nouveau pour que vous puissiez nous parler un petit peu des problèmes que vous aviez identifiés, vous, peut-être lors de l'enquête et lors de votre pratique, des problèmes qui vous semblent être les problèmes principaux. Alors, de mon côté, je suis d'accord que c'est l'emphase sur la prévention. La prévention étant le filet social, comment on mobilise nos communautés pour entourer nos familles les plus vulnérables et pour assurer une saine protection des enfants. Et ça, c'est tout le monde dans la communauté. C'est les municipalités, comme c'est les organismes communautaires et l'ensemble des acteurs qui gravitent autour des familles. Comment on assure ce travail collectif et quand on arrive au réseau de services publics en santé et services sociaux, comment on injecte suffisamment de ressources pour vraiment être capable de faire le travail? Parce que si on regarde juste le programme Jeunes en difficulté, qui sont nos services de proximité dans le CLSC pour aider les familles et notre protection de la jeunesse, ce que nous avons vu, c'est 80% des ressources qui vont vers le curatif, 13% vers la prévention en CLSC et une petite et mince 7% pour les organismes communautaires qui s'occupent des enfants et des familles. Donc, il y a quelque chose qu'on doit renverser là, pour travailler autrement avec les familles. Il faut porter un regard sur comment les familles vivent nos services aussi. C'est clair pour moi qu'il faut aller vers des approches beaucoup plus collectives et communautaires en protection de l'enfance. C'est très dur tant pour les parents que pour les jeunes qui sont venus témoigner devant nous, qui ont vécu le système de protection de la jeunesse. C'est probablement des jeunes qui ont été très écorchés aussi, qui ont passé par des centres de réadaptation, mais peu importe, ils n'ont pas senti qu'il y avait du contrôle sur leur vie, du pouvoir sur ce qui leur arrivait. Ils ont subi, en quelque part, le système qui essaie de les aider. Donc, il y a quelque part où on doit regarder nos approches et comment on fait les choses pour accompagner les familles et pour prendre des décisions, puis j'ose le dire, rapides dans la vie de certains enfants pour les stabiliser. Parce que la stabilité des enfants puis l'intérêt de l'enfant, à notre point de vue, devait absolument primer, mais ça occulte pas tout l'accompagnement qui est nécessaire pour les familles dans la communauté. Puis je finirai peut-être sur quelque chose qu'on n'a pas beaucoup parlé dans toutes les recommandations quand ça a sorti, mais c'est la question des résultats. Comment on s'assure que ce qu'on fait porte pour les familles? Comment on va mesurer l'impact réel dans la vie des personnes si on n'a pas des projets de recherche, des données fiables, un partage aussi de données entre les systèmes avec tous les enjeux éthiques que ça peut poser quand on commence à parler de partage ou de croisement de données. Mais il y a quelque chose où on a besoin de mesurer ce qu'on fait vraiment. Puis est-ce que les enfants se portent mieux dans notre société après avoir reçu ces services? OK, merci. Donc là encore, en fait, il y avait beaucoup de liens que je vois entre la prévention, les services, le financement des services, l'accès aux services, comment les enfants et les familles vivent ces services, et puis encore la place de l'enfant finalement, la place et sa participation. Monsieur Gosselin. Oui. Sur la prévention, évidemment, c'est très important. Juste une petite explication sommaire, là. La loi sur la protection de la jeunesse, c'est une intrusion de l'État dans la vie des familles. Donc, évidemment, il y a des paramètres là, comme est-ce que la sécurité ou le développement est compromis. Mais ça fait en sorte qu'il y a des sommes importantes qui sont investies sans résultat. Je m'explique. Les DPJ reçoivent presque 120 000 signalements par année. Et moins de 40 % est retenu. Il y a un petit travail pour décider si on retient ou pas. Alors, ce 62 % qui n'est pas retenu, c'est comme si le travail est jeté à la poubelle. Dans les 38 % qui sont évalués, moins de la moitié s'est compromis. Alors, au bout de la ligne, il y a à peu près
15% des enfants signalés qui vont recevoir des services de prise en charge qu'on appelle. Alors, l'autre 85%, il y a eu de l'investissement, il y a eu de l'évaluation, il y a eu de la rétention ou non du signalement. C'est un peu comme une analogie très boiteuse. J'ai ma voiture, j'ai un clignotant, là, le moteur, ça clignote. Je vais voir le concessionnaire et il me dit, est-ce que c'est stable ou ça clignote? Ça clignote. Ah, on ne touche pas à ça. Pas assez grave. Et quand je vais revenir et que ça va être allumé tout le temps, bien là, ça va coûter cher la réparation. C'est triste à dire, mais c'est un peu ça la DPJ. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des services en amont pour aider les gens quand ils en ont besoin avant que ça soit assez grave pour que la DPJ intervienne. Donc, ce sont. Un autre commentaire que je veux faire en général, on a été très inspiré par le nom de la commission. La commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. Ce n'était pas une commission pour juste parler de la protection de la jeunesse. Et M. Legault a dit, lorsqu'il a lancé cette commission-là, le 30 mai 2019, il va y avoir un avant et un après Granby. J'ai un billet, je suis un juriste. Mon CV, c'est simple. J'ai commencé en 1975 au Centre des services sociaux de Québec. J'ai terminé en 2014 au Centre jeunesse de Québec, mais c'est la même organisation que changeait de nom. J'ai juste fait de la protection de la jeunesse et du droit de la santé et des services sociaux. Mais s'il y a un élément de notre rapport, je suis juriste donc, qui caractérise un avant et un après Granby, c'est la nomination d'un commissaire au bien-être et aux droits des enfants, pas juste comme la commission des droits de la personne, les droits de la jeunesse, qui surveille le DPJ, qui regarde l'ensemble de la population des enfants. C'est 1 600 000 personnes, 19% de la population. Ils ont un seul problème, ils ne votent pas. Alors, qui entend, qui écoute les enfants? Alors, le commissaire et la charte, c'est vraiment, pour moi, un avant et un après Granby. Et j'espère que le gouvernement va aller de l'avant avec ces deux recommandations-là parce qu'elles ont un potentiel au long cours extrêmement intéressant pour permettre aux enfants d'être entendus. Encore une petite anecdote, on a rencontré le défenseur des enfants du Nouveau-Brunswick. Il y a un petit conseil consultatif de jeunes avec lui. Tous les ans, il s'assoit avec les sous-ministres. Le Nouveau-Brunswick, c'est 750 000 habitants, ce n'est pas le Québec. Il s'assoit avec les sous-ministres, ces jeunes-là, puis ils font valoir aux sous-ministres des divers ministères au Nouveau-Brunswick leurs besoins, ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent. Ici, au Québec, là, tout le monde veut le bien des enfants, tout le monde est pour ça, tout le monde est pour la vertu, mais on ne les écoute pas beaucoup, malheureusement. Et c'est ça qu'on souhaite, que le commissaire puisse être un porte-voix pour faire entendre la voix des enfants. Voilà. Merci. Merci. Je pense que j'aimerais bien, en fait, oui, pourquoi pas, on va passer à la question du commissaire et de la charte, parce que moi, c'est bon, en lisant les recommandations du rapport, c'est ce qui m'avait vraiment sauté aux yeux, parce que moi, je suis spécialiste, mais généraliste des droits de l'enfant, et c'est le genre de choses qu'on n'a pas vraiment, on n'a pas au Québec, on n'a pas au Canada non plus, on n'a pas de législation qui reconnaissent explicitement les droits des enfants. Oui, on a des dispositions dans certaines lois qui reconnaissent certains droits aux enfants dans des situations bien particulières, comme on a dans la loi sur la protection de la jeunesse, justement, qui est une loi vraiment à l'avant-garde dans tout le Canada, reconnaissant des droits explicitement aux enfants. Et là, on se dit que ce n'est pas suffisant, et puis il y a des problèmes avec cette loi, mais on pense à adopter une charte de manière beaucoup plus générale pour la reconnaissance des droits des enfants, et ça n'existe nulle part au Canada, donc ni au niveau provincial, ni au niveau fédéral. Et la question du commissaire également. Donc, oui, dans certaines provinces, on a des bureaux de défenseurs des enfants qui ont des mandats très variables, souvent assez limités justement à la protection de la jeunesse, en gros,
et puis, bon, certains autres domaines, mais quand même des mandats assez limités. Et justement, je me demandais, est-ce qu'au Québec, on pourrait s'imaginer un commissaire avec un mandat plus large, justement, qui serait la voix, la voix des enfants qui ne votent pas. Donc, je sais que Maître Ricard a une vision peut-être un peu critique par rapport à ça. Et donc, c'est très intéressant de vous laisser tous peut-être discuter de ces propositions-là. Qu'est-ce que ça voudrait dire, non seulement pour la protection de la jeunesse, donc est-ce que ça aurait des incidences sur la protection de la jeunesse au Québec, les enfants, cette petite minorité finalement qui est prise en charge, et est-ce que ça peut avoir des incidences de manière plus large sur les enfants au Québec et leurs droits? Et je vais peut-être donner la parole tout de suite à Maître Ricard, puisqu'il avait une position déjà, je pense, bien formée là-dessus. Oui, alors peut-être spécifier, je ne suis pas contre d'emblée. J'ai seulement certaines réserves sur les impacts que ça peut avoir. Donc, peut-être commencer en disant que je pense que la charte, comme le commissaire, peuvent donner quand même il y a un symbolisme là-dedans qui m'apparaît très intéressant et très pertinent, définitivement. Entre autres, pour le commissaire, je trouve qu'effectivement, parce que là, c'est beaucoup plus large que la protection de la jeunesse, comme l'expliquait Maître Gosselin, et ça m'apparaît pertinent. Par contre, moi, ce qui m'inquiète un peu là-dedans, c'est, bon, par rapport au commissaire, par exemple, les enfants qui vont aller s'exprimer, généralement, ça risque d'être des enfants qui ont les moyens de s'exprimer, c'est-à-dire qui sont déjà dans une capacité de nommer certaines choses. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'enfants qui vivent des choses difficiles pour différentes raisons. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas les moyens de s'exprimer à leur manière, mais souvent, c'est des moyens qu'il faut décoder avec un savoir assez spécialisé. Et moi, ce que j'ai pu constater de ma pratique en protection de la jeunesse, et là, mais je pense que ça peut s'étendre quand même à d'autres situations, c'est que des fois, dans ces approches-là, c'est les juristes qui prennent la place pour pour structurer une intervention pour donner la voix aux enfants, par exemple, mais sans nécessairement avoir les capacités, par exemple, cliniques que peuvent avoir un psychologue pour enfants, un intervenant psychosocial bien formé ou d'autres spécialistes, pour décoder certaines situations où l'enfant nous parle par d'autres moyens, par les moyens que lui a. Et donc, donc, comme je disais, ce n'est pas une critique généralisée, c'est plutôt une réserve sur l'espèce d'importance et de fonction performative qu'on accorde au droit dans ce type d'intervention-là. Alors, je ne pense pas qu'en soi, ce sont des recommandations qui sont problématiques. Je pense plutôt que dans leur mise en œuvre, ça serait important de garder en tête qu'il y a des savoirs spécialisés sur le développement de l'enfant qu'on a tendance à écarter comme juriste, je pense, peut-être par une forme de prétention par rapport à la profession qu'on exerce, mais qui mériterait d'être enrichi par l'interdisciplinaire. Bon, moi, mes recherches ne sont pas encore très avancées, donc je n'ai pas encore exploré les types d'avenues qu'on pourrait avoir pour arrimer mieux ces savoirs-là au savoir juridique. Mais il me semble que l'insistance sur ces deux recommandations-là devrait venir aussi avec un questionnement sur comment on peut aussi intégrer une compréhension plus complexe et riche de la vie affective d'un enfant, de son développement cognitif, affectif et social et comment ça impacte sa capacité à nommer. Et c'est la même chose pour les parents en difficulté aussi d'ailleurs, où on a tendance à leur répéter leurs responsabilités par rapport aux enfants, par exemple, sans nécessairement avoir les moyens ou les services pour les accompagner eux-mêmes à essayer de comprendre ce qui les limite. Et d'une façon qui n'est pas dans le jugement. Et le problème avec le droit, entre autres,
je vais donner un exemple très simple et je vais m'arrêter là-dessus. Le vocabulaire de la loi sur la protection de la jeunesse pose extrêmement problème au niveau de la collaboration, entre autres, parce qu'il n'y a pas un parent qui va vouloir se faire dire qu'il est négligent, qui fait des mauvais traitements psychologiques à son enfant ou qui l'abuse. C'est des termes qui sonnent très, très durs et qui ne tiennent pas compte de l'amour que tous ces parents-là ont quand même pour leurs enfants et qui ne nous permet pas de miser d'abord sur ce lien-là et sur des bonnes volontés généralement établies pour construire une relation de confiance avec des personnes qui sont à même de les amener à jouer leur rôle. Mais ce n'est qu'un exemple naturellement spécifique à la protection de la jeunesse, mais je pense que il y a une réflexion à porter à comment le droit vient intervenir dans les rapports d'aide, en fait, aux populations vulnérables. Merci. Et je pense qu'on pourra définitivement parler également du rôle des différents professionnels qui entourent l'enfant et puis aussi quel est le rôle du juriste et même de l'avocat de l'enfant. Mais donc, pour en revenir là encore à ces propositions de charte et de commissaire, je vais passer la parole à Maître Costanzo. Oui. La charte, en fait... Gosselin, pardon. La charte, en fait, quand on a commencé nos travaux, puis Mme Laurent l'a dit, là, on voulait faire preuve d'audace et courage. Et la charte, c'est vrai que c'est audacieux, parce qu'il n'y a à peu près aucune juridiction, il y a quelques juridictions dans le monde, l'ex-juge Jean Zermatten, qui a été président du Comité des droits de l'enfant, nous l'a dit, il y a peu de juridictions qui ont adopté une charte des droits de l'enfant. Mais la raison principale, c'est que on a peur d'oublier des droits. Mais ce n'est pas du tout le chemin qu'on a choisi. On n'a pas choisi une charte qui est un répertoire ou un catalogue de tous les droits des enfants. On a choisi de proposer une charte avec quelques droits fondamentaux et quelques principes généraux. Si vous lisez l'annexe 4, là, qui est beaucoup plus pointu, il y a quelques éléments dans les deux secteurs. Je les rappelle, vous l'avez dit, Maître Ricard, il y a un symbolisme. Le titre du rapport, c'est « Instaurer une société bienveillante pour les enfants ». Bien, on l'inscrit dans le préambule de la charte. Il faut le mettre quelque part si on veut que ça s'actualise. Mais c'est vrai que ce n'est pas les textes de loi qui changent tout. Mais c'est quoi qu'on a dit, qu'on propose dans la charte? Reconnaître l'enfant sujet de droit. C'est déjà le cas, mais il faut l'affirmer. Reconnaître que l'intérêt de l'enfant, dont la préservation de l'identité des enfants autochtones, c'est fondamental. C'est écrit. J'en ai lu des milliers de jugements de la Chambre de la jeunesse ou de la Cour supérieure dans mes 40 ans. Et tout le monde parle de l'intérêt de l'enfant, mais il n'y a pas beaucoup d'analyse sur ce que c'est l'intérêt de l'enfant. Alors, l'intérêt de l'enfant, pas juste dans le domaine individuel d'une intervention d'un juge dans une situation de garde d'enfant ou de protection de la jeunesse, mais l'intérêt de l'enfant dans la sphère publique aussi. Là, on parle des vaccinations pour les jeunes enfants, mais les autres, c'est les derniers à passer. On peut comprendre que les plus... Bon, on en profite aussi pour donner notre point de vue définitif sur la punition corporelle. On sait que ça relève du fédéral, mais en l'inscrivant dans la charte, on passe un message. Et ça, il y a à peu près, de Mme Claire Lheureux-Dubé à bien d'autres, là, on se l'est fait dire souvent. Puis on porte une attention dans cette charte-là aux enfants et aux jeunes qui ont le plus de difficultés à faire respecter leurs droits. Ça va un peu dans ce que vous disiez, Maître Ricard, là. Dans les principes, c'est l'accent sur la participation des jeunes. Moi, j'en fais presque une fixation. Là. J'ai pratiqué longtemps la Chambre de la jeunesse. Les jeunes témoignent à peu près pas. Et quand ils témoignent, c'est pour la preuve des problèmes qu'ont les parents. C'est pas ça qu'on veut. On veut que les enfants nous disent, les jeunes et les enfants, qu'est-ce qu'ils veulent eux autres? Qu'est-ce qu'ils souhaitent pour eux? Ça ne veut pas dire que le juge ou le DPJ est tenu d'aller dans le même sens qu'eux, mais au moins écouter ce qu'ils veulent. On écoute beaucoup les parents. On entend beaucoup la détresse des parents, mais celle des enfants. Alors, le commissaire,
la charte, c'est ça qu'elle nous dit. Dans l'espace public, dans l'espace individuel, donner une place à la voix de l'enfant. Et pour ça, il faut l'informer, il faut l'accompagner, il faut l'aider. Alors, cette charte-là, elle est quand même, puis elle amène des principes aussi sur la confidentialité, dont on n'a pas de chapitre là-dessus, mais on en a entendu parler du jour 1 au dernier jour des audiences. Les problèmes de silos, on a entendu que des gens nous dire la DPJ, c'est comme une secte, tellement que c'est secret, là. Alors, dans la charte, on amène aussi des ouvertures pour une plus grande fluidité. Moi, je la pense très importante, ce geste symbolique-là du Québec. On verra ce qui va arriver là. Voilà. Peut-être, Leslie, tu veux compléter? Je dirais juste que dans notre vision de comment incarner ce rôle-là de commissaire, on est dans quelque chose d'infiniment plus social que juridique. Je pense que c'est important de nommer ça et de nommer aussi que c'est une des recommandations phares des jeunes qui sont venus nous parler. Et vous allez voir, si vous regardez dans les mémoires soumis par certains groupes de jeunes, pour eux, c'est très porteur, cette question de commissaire. Et évidemment, le respect de leurs droits aussi. Mais je pense que ce qui a allumé les jeunes, puis je sais qu'on a des auditeurs aujourd'hui qui proviennent de ces groupes-là, donc peut-être ils vont pouvoir parler pour eux-mêmes, mais c'est le fait que les commissaires dans d'autres provinces ont des comités consultatifs de jeunes. Les jeunes sont même sollicités souvent pour choisir le commissaire. Donc, ça place vraiment les jeunes dans une position d'avoir un peu plus de pouvoir dans la société et d'avoir une parole. Puis je finirai en disant que pour moi, ce commissaire-là, puis j'espère ardemment que ça va avoir lieu, cette recommandation-là, ou que ça va être réalisé dans les prochains mois ou années, parce que pour moi, cette personne-là doit être un peu la voix qui nous sonne une alarme des fois pour s'assurer du bien-être des enfants dans la société et que ce soit des enjeux de niveau scolaire ou santé, social, mais que quelqu'un dans la société ait un regard sur ça pour parler haut et fort avec et pour les enfants, pour que leurs droits et leur bien-être soient vraiment une priorité de société. Merci, Mme Hill. Je pense qu'il y a encore Maître Costanzo. Alors, il y a énormément de choses qui ont été dites. Je vais essayer de réagir à certaines choses qui ont été dites, puis peut-être d'ajouter aussi mon grain de sel. En ce qui concerne la charte et en ce qui concerne le commissaire Maître Gosselin, vous disiez, bon, la commission a été créée après Granby, puis on espère avoir un avant, un après, avec notamment la charte qui serait disons, une cheville ouvrière dans ce après-là. Je pense que c'est important de rappeler justement que généralement, les commissions d'enquête sont nommées dans un contexte de crise, d'événements majeurs, et ça oriente les recherches, les études, les recommandations qui sont émises. Puis je pense que une des choses essentielles à corriger et à pu revenir à un événement comme celui de Granby, c'est davantage dans les ressources, davantage dans la prévention, ce qu'on a discuté en première partie, que dans la création d'une charte. En ce sens, je pense que Maître Corr, je suis d'accord avec vous de dire que la charte est symbolique. La charte dépasse largement le cadre de la protection de la jeunesse et peut orienter, mais en même temps, en termes de symbolisme, il y a une convention internationale relative aux droits de l'enfant, auquel le Québec s'est symboliquement lié, et qui oriente toutes sortes de choses, certaines qu'on suit, d'autres qu'on ne suit pas déjà. Alors, sur le plan de la symbolique, effectivement, je pense qu'il y a certaines réserves à garder par rapport à une charte, parce que s'il n'y a pas de ressources qui sont investies, s'il n'y a pas une contraignabilité réelle, on a beau mettre dans un préambule que le Québec est une société bienveillante, s'il n'y a personne pour mettre en œuvre cette bienveillance-là, on reste dans le symbolique. Par contre, je pense que c'est un message fort qui est lancé d'une transformation en termes, disons, de culture sociale, d'une approche par rapport aux enfants. Vous l'avez soulevé tout à l'heure, Maître Gosselin, encore une fois. Les enfants ne font pas partie de la démocratie, hein, ils ne votent pas, ils ont à peu près pas de droit de parole dans nos instances sociales. De créer une institution qui sert à ça, je pense que ça peut être porteur éventuellement de changements qui puissent se répercuter dans d'autres milieux comme celui de la protection de la jeunesse. Ça, j'y crois sincèrement. Puis,
On a tendance à critiquer le droit d'être souvent à la remorque quand les changements sociaux s'opèrent, la société change, les besoins sont complexifiés et le droit est derrière, n'a pas encore changé. Je pense au droit de la famille, la réforme qu'on attend encore et encore. Le droit est à la remorque, mais on a aussi vu des exemples où est-ce que le droit était avant-gardiste. Je pense à un exemple de la dernière réforme en 1980 opérée par le ministre de la Justice décédé récemment, Marc-André Bédard, qui à ce moment-là, on est dans un contexte où est-ce qu'on avait une lutte pour le droit des femmes, a pas seulement autorisé les femmes à garder leur nom de famille dans le mariage, a interdit, alors avec la collaboration de la ministre à la Condition féminine, Lydie Payette, a interdit carrément aux femmes, sauf exception, de prendre le nom de famille de leur mari. À ce moment-là, à l'époque, ça crée une grande résistance sociale, c'était un grand changement, et on savait très bien que si on ne faisait qu'autoriser les femmes à garder leur nom de famille, elles ne le feraient pas, parce que le changement social n'était pas encore opéré, et en ce sens, le droit à créer ça a été porteur de changement. Je crois que la Charte peut faire ça en partie, mais je crois aussi qu'il y a une certaine contre-égalité qui va être apportée autrement dans ce qu'on va investir dans les institutions qui existent déjà. Sur le plan, tout à l'heure, on a parlé aussi des enfants qui ne participent à peu près pas au processus judiciaire, que ce soit en protection de la jeunesse ou en droit de la famille. Et c'est même que, par rapport au droit, l'intérêt de ce que l'enfant a à dire de lui-même, là, son désir, n'est pas de la preuve en soi. Il n'est pas témoin de fait, c'est pas un fait qu'on constate, qu'on observe, et en ce sens, c'est beaucoup plus facile d'avoir des experts, d'autres personnes, des adultes qui vont le faire à sa place parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un contact direct, ce n'est pas de la preuve en soi. Est-ce qu'on peut réfléchir à comment est-ce qu'on change ça? Je pense que c'est intéressant de se pencher sur cette question-là. Et puis ensuite de ça, toutes les approches sont changées en conséquence. Quand on parle de la Charte des droits de l'enfant, quand on parle du commissaire, on pense aussi à la représentation des enfants par avocat. Depuis 1995, est-ce que le barreau recommande, ou un comité spécial plutôt du barreau a recommandé de changer les règles déontologiques des avocats, des avocates qui représentent les enfants? Il n'y a toujours pas de règles particulières. Ça, c'est le genre de choses qui, je pense, pourraient être envisagées sérieusement là, pour l'avenir. Je m'arrête ici pour l'instant. Merci, ça me fait... on peut continuer la discussion sur ça, mais je voulais aussi lancer un peu la discussion sur le rôle des acteurs, et particulièrement de l'avocat. Je pense à Maître Ricard là, qui parlait du fait que ce ne sont pas tous les enfants qui participent ou qui peuvent prendre parole, et puis ce sont souvent des juristes qui prennent la parole à la place de l'enfant, et alors que les juristes ne sont pas toujours peut-être les mieux placés, qui ne sont pas la formation nécessaire, etc. Donc, je me demandais comment vous conceviez ce rôle-là, parce que oui, on peut s'imaginer que ce ne sont pas tous les enfants qui ont la facilité de prendre la parole, et qu'on imagine comme ayant cette autonomie et ce besoin aussi de s'exprimer, mais qui ont quand même des choses à dire. Et quel est le rôle des adultes pour faire entendre les enfants? Est-ce que c'est possible, en fait? Et je passe la parole à Maître Ricard tout de suite. Oui. En fait, moi, je salue vraiment la recommandation de l'accréditation des avocats pour enfants et d'une formation spécifique. Je pense que c'est une recommandation très importante dans le rapport qui peut avoir un impact majeur si elle est bien mise en œuvre, c'est-à-dire que si la formation est suffisante et si on arrive à le faire, parce que ce n'est pas toujours évident aussi. Là, il y a des gens de toutes sortes d'années de pratique qui sont déjà dans le milieu. La recommandation que j'aurais aimé voir aussi qui aurait suivi ça, je pense que c'est celle de la formation des juges aussi. Et ça, je sais que c'est un enjeu assez majeur au niveau de l'interprétation, entre autres, de la notion d'intérêt de l'enfant. Je comprends pourquoi on n'a pas voulu définir mieux dans la loi la notion d'intérêt de l'enfant, bien que moi, je demeure convaincue qu'il y aurait une façon de le faire qui ne soit pas nécessairement trop spécifique, mais qui soit quand même un peu plus en ligne. Mais au-delà de ça,
Puis, dans ce sens-là, l'obligation de justifier les raisonnements par rapport à l'intérêt de l'enfant sont aussi, je pense, une excellente recommandation. Mais reste que ce sont les intervenants juridiques qui ont énormément de pouvoir, et entre autres les juges, naturellement, puisque ce sont eux qui prennent les décisions finales et qui n'ont pas tout le temps les ressources pour vraiment évaluer la complexité émotive, par exemple, sans avoir un psychologue témoin expert qui vienne à chaque procès pour venir intervenir. En ce sens-là, il me semble que le rapport est clairement un pas dans la bonne direction, mais il y a peut-être quelque chose à réfléchir juste même un peu plus loin, il me semble, en termes de formation des juristes. Et ça va dans l'autre sens. Le rapport parle de la formation juridique aussi des intervenantes sociales, entre autres, que je pense tout aussi importante. Là. Moi, j'insiste de ce côté-là parce que je suis plus critique envers ma profession qu'envers les autres, mais c'est seulement à cause de mon point de vue situé. Mais je pense aussi qu'effectivement, ça va dans les deux sens. Ce n'est pas pour diminuer l'importance que les gens soient formés aussi sur les contraintes juridiques et la façon de les appliquer. Je voudrais juste profiter du moment où j'ai la parole pour rajouter un petit truc sur la question de la charte. J'ai l'impression aussi que juste sur la question du droit des enfants, la raison, puisque j'ai oublié tantôt, j'ai omis de dire que ma réserve était aussi fondée sur une constatation qui se trouve dans le rapport au niveau de la judiciarisation des situations de protection de la jeunesse. Dans le rapport, on identifie deux principales raisons à l'augmentation, ou en tout cas le fait qu'il n'y ait pas de déjudiciarisation, c'est chose certaine, il n'y a pas de diminution de la judiciarisation. Et une de ces causes qui est identifiée là, c'est l'augmentation des dossiers de lésion de droit. Donc, on a tendance à aller à la cour quand on considère que les droits d'un enfant ont été lésés, ce qui augmente le niveau de conflit et qui fait qu'un juge, finalement, se retrouve à trancher sur une situation généralement passée, sur laquelle il y a souvent un contexte systémique extrêmement complexe et qui n'a pas, ces jugements-là finissent par ne pas tout le temps avoir l'impact qu'on souhaiterait. Et là, je ne m'étendrai pas plus là-dessus, il y aurait plusieurs mécanismes à mettre en place. C'est pas de dire qu'il ne faut rien faire quand les droits des enfants sont lésés, de toute évidence. Mais c'était ma préoccupation, en fait, par rapport à la charte, entre autres, c'est que ça amène à plus de dossiers de lésion de droit et donc à une plus grande judiciarisation. Merci. Avant de passer la parole au commissaire par rapport au rôle des juristes et autres pour faire aider les enfants à prendre la parole directement ou indirectement, je voulais peut-être entendre aussi Maître Costanzo par rapport aux recommandations. Est-ce que vous aviez vu des recommandations qui étaient manquantes ou pas complètes dans le rapport que vous auriez aimé voir peut-être voir dans le rapport ou mieux défini ou plus développé, je ne sais pas. C'est une bonne question, en fait. En ce qui me concerne, je pense qu'il y a énormément de choses qui restent à atterrir. C'est-à-dire que, bon, déjà, le mandat de la commission était ambitieux. Il y a toutes sortes de pistes de réflexion qui sont émises, notamment sur le plan de la charte, notamment sur le plan du rôle des avocats, des avocates. Des formations particulières, d'agir en prévention, de mieux outiller les intervenants, les intervenantes. Puis ensuite de ça, dans la mise en œuvre, je pense qu'il y a nécessairement un travail supplémentaire qui est à effectuer. Moi, je me suis intéressée notamment à l'intérêt, tout à l'heure, on parlait du souci de coordination, les enjeux de confidentialité, des démarches multiples qui vont avoir lieu dans une même famille pour un même enfant. Je me suis beaucoup intéressée à la question d'un tribunal unifié de la famille au Québec, donc d'avoir un seul système qui puisse rassembler les causes, qu'on puisse éviter d'être parfois à la fois en protection de la jeunesse, à la fois à la Cour supérieure pour une pension alimentaire et peut-être également à la Cour du Québec ou à la Cour supérieure dans un contexte de violence conjugale, parce qu'on le voit beaucoup, c'est quand même très, très présent, la violence conjugale. On remarque qu'il y a des incohérences dans les décisions qui sont rendues, qui parfois vont amener les enfants et souvent les victimes qui sont des femmes à être dans une situation plus précaire. Alors, c'est des choses qui, je pense, méritent d'être approfondies.
ne serait-ce que sur le plan de la coordination, d'assurer des meilleures décisions. On va peut-être pas réformer le système judiciaire au complet puis créer une seule instance, un tribunal unifié de la famille, mais est-ce qu'on peut regarder quand même plus concrètement comment assurer des meilleures décisions? Je pense que ça passe par la formation, mais je pense que ça passe aussi par une refonte carrément. Et c'est un peu ça qui ressort des constats de cette commission, c'est qu'il y a beaucoup à faire à peu près à tous les niveaux. Et c'est aussi l'occasion, je pense, de vraiment réfléchir d'une manière entière à tout ça. On peut y aller, hein, je m'excuse de l'anglicisme, mais on peut patcher, puis on peut faire des petites corrections ici et là, mais si on essaie vraiment d'opérer un changement majeur, ben ça vaut la peine de regarder ça dans son ensemble puis d'assurer que ce soit cohérent. Merci. Je vais peut-être passer la parole maintenant à Maître Gosselin pour reprendre un peu ces idées-là et surtout par rapport au rôle peut-être de l'avocat, le juge également. Il y a évidemment là, dans les propos qu'on vient d'entendre, il y a beaucoup de matériel, comme il y avait sur la table de la commission aussi, là. Et je vais revenir un peu avec la charte, dans l'esprit d'expliquer un peu, justement, là, le tribunal unifié de la famille, le morcellement, en fait, des juridictions dans le domaine judiciaire, mais aussi dans le domaine social, dans le domaine... La fillette de Granby, là, il y a beaucoup de monde qui s'est intervenu auprès d'elle. Beaucoup. Des dizaines de personnes, des pédiatres, des pédopédiatres, des pédopsychiatres, mais elle est morte. Alors, il y a comme un problème d'arrimer ensemble les intervenants. Ce n'est pas des fois un manque d'intervention, c'est les interventions se font. Et ça, la Charte propose dans ses principes nouveaux des lignes directrices. Mais s'ils sont mis de l'avant progressivement avec des formations appropriées, ça va peut-être changer des mentalités. Il y a beaucoup de choses. Je vais faire un petit commentaire supplémentaire qui regroupe plusieurs choses. Dans notre chapitre sur les droits sur la charte et le commissaire, il y a aussi toute une section sur des propositions de modifier la loi sur la protection de la jeunesse au niveau des droits des enfants. Il y a beaucoup de matériel là-dedans et l'annexe 4 les explique. J'en donne quelques-uns seulement. D'abord, je mets au défi même un juriste de lire la loi sur la protection de la jeunesse du début à la fin et de comprendre. C'est d'une complexité parce qu'on est avec une vingtaine de lois qu'il l'a amendées au fil des 40 années. La sédimentation, Pierre Noreau parlerait de... On ajoute des couches dans la loi. Et là, ça devient... Là, juste la confidentialité s'est éparpillée dans plusieurs endroits. C'est difficile pour un juriste de s'y retrouver. L'intervenante du CLSC, elle ne s'y retrouve pas du tout, là. Alors, elle ne dit rien parce que de même, on joue prudent. Bon. Alors, on propose d'utiliser au moins pour les chapitres fondamentaux un langage clair. On propose un préambule. Il n'y a pas de préambule. Un préambule, quand on est un juriste, c'est un outil pour interpréter la loi, avec plusieurs éléments dans le préambule, dont la stabilité et la sécurité affective des enfants. Les enfants sont déplacés d'une famille à l'autre, d'un oncle. La fillette de Granby était chez sa grand-mère depuis presque 4 ans. Tout à coup, on la voit chez son papa qu'elle ne connaît pas beaucoup. La stabilité est où? Est où? On introduit des nouveaux principes directeurs dans nos propositions. Je ne les nommerai pas tous, mais je vous invite à lire le chapitre 2, ou le résumé à tout le moins. L'intérêt de l'enfant, on a longuement réfléchi. Est-ce qu'on devrait préciser, la loi sur le divorce le fait, la loi sur 92 là, pour les enfants autochtones métis le fait, mais la Cour suprême a donné depuis 40 ans beaucoup d'informations et d'enlignements. Donc, on a choisi de ne pas en ajouter, mais de demander aux gens qui décident de faire une analyse rigoureuse et non pas de répondre. C'est dans l'intérêt de l'enfant de prendre telle décision. Pourquoi c'est dans l'intérêt de l'enfant de prendre telle décision? Expliquez-nous votre décision. Et je ne parle pas pour justement les juges, pour les DPJ aussi.
on a aussi amené quelques obligations des parents, le pouvoir d'agir, le reconnaître formellement dans la loi, le pouvoir d'agir des parents. Parce que ça, vous l'avez dit tantôt, Maître Ricard, en protection de la jeunesse, quand on va au tribunal, même le DPJ, il faut d'abord identifier les déficits chez les parents pour pouvoir aider. Mais quand on se fait dire qu'on n'est pas une bonne maman, qu'on n'est pas un bon papa, qu'on a un problème d'alcool, c'est plus dur après de se lancer dans l'aide. Alors, le système crée comme une confrontation dès le départ. Alors, il faut, puis tout porte sur le DPJ. Là. Ah, le DPJ n'a pas fait ça, le DPJ n'a pas fait ça. On veut que les parents aussi se mobilisent. Mais il faut les aider à se mobiliser. Puis il ne faut pas les juger là, comme étant des mauvais parents, parce que vous l'avez dit tantôt, il y a de l'amour, là, puis des fois, il y a un comportement inapproprié, mais il ne faut pas... Bon, l'autre chose aussi, la question là, des droits parentaux. Mais la Cour suprême a été claire en 1995 là-dessus. Les parents sont titulaires de droits pour exercer leurs responsabilités à l'égard de leurs enfants. Ça fait 95, ça fait 25 ans que c'est été écrit par la Cour suprême, ça. Alors, on le codifie dans ce qu'on propose de le codifier. Alors, il y a beaucoup d'éléments aussi sur la LPJ, sur les droits des enfants. Je vais laisser Leslie parler un peu, mais je ne voudrais pas occuper tout le temps, mais c'est certain que la représentation des enfants, c'est tellement en géométrie variable. Ça va d'avocats qui vont dans les familles, qui vont voir les jeunes, même très jeunes, qui prennent le temps, à d'autres qui les rencontrent 5 minutes dans le corridor avant l'audition. C'est tellement... Là, il faut, au moins pour les enfants qui ne sont pas capables de mandater, on propose, et l'Alberta le fait déjà, que le commissaire les certifie ou les accrédite. Et la formation et les règles déontologiques, ça fait des dizaines d'années qu'on parle de ça, qu'il y a eu des comités du barreau, vous l'avez dit, il n'y en a pas encore. Je veux dire, il y a de quoi là qui... Il faut que les gens fassent leur devoir. Il faut que les gens fassent leur devoir. Voilà. Leslie, peut-être tu veux compléter? J'attendais que Mme Paré me donne le droit. Moi, j'ai un regard un peu sévère sur ça parce que je ne suis pas juriste, je suis travailleuse sociale, donc je vais parler avec ma lunette à moi. Je pense que des fois, on oublie carrément l'enfant dans le processus judiciaire parce qu'il y a tellement d'autres affaires qui se passent. Et on a eu des témoignages de jeunes qui ont été lourdement blessés par le processus judiciaire. Mais on a aussi eu le témoignage de quelques jeunes qui ont dit « Moi, le juge, là, il est venu s'asseoir à côté de moi. Il a expliqué pourquoi il n'est pas allé dans le sens que moi, je voulais. Puis j'ai compris pourquoi il a fait ça pour moi. » Donc, tout est dans la façon qu'on va accompagner les enfants pour qu'ils puissent participer de façon réelle et pas juste être l'objet de chicanes entre toutes les parties, quand dans le fond, c'est de leur vie qu'il est question ici. Donc, je pense que oui, la formation des juges, des avocats, des travailleurs sociaux sur comment on va accompagner correctement, assurer la participation des enfants, pas prendre pour acquis qu'ils ne sont pas capables de nous dire ce qu'ils pensent. Et même si on n'est pas capable d'aller dans le sens qu'ils souhaitent, mais comment on récupère ça auprès des enfants? Puis c'est la même chose pour les avocats. On a eu des jeunes qui nous ont dit, moi, l'avocat, là, je l'ai vu 5 minutes avant qu'on rentre dans la cour, tandis qu'il y en a eu d'autres que l'avocat est même venu dans leur centre de réadaptation, leur famille d'accueil pour les rencontrer. Donc, tout est une question d'accompagnement et de préparation. Puis on a quand même eu un témoignage très éloquent d'un projet, je crois que c'est Outaouais, j'espère que je ne me trompe pas, de préparation des enfants à témoigner. Puis, je pense que l'expérience des enfants peut être beaucoup plus positive si on prend le temps de vraiment assurer les assises nécessaires pour qu'ils puissent participer. Merci. J'aurais d'autres questions, mais je ne veux pas prendre toute la place avec mes questions. Et donc, je vois qu'il y en a déjà de la part des
des participants. Et Madame Hill, je vais peut-être vous laisser répondre à la première, qui est: quel espoir avez-vous de la réalisation des recommandations par le gouvernement? Donc, qui est la suite de recommandations. Écoute, j'ai bon espoir parce que je suis un peu dans le secret des dieux, occupant un rôle de directrice jeunesse actuellement en intérim pour aider en Montérégie. Donc, je sais qu'il y a eu beaucoup de travail de fait par le gouvernement. Je suis assez impressionnée, en fait, pour regarder comment ils peuvent mettre en place des structures interministérielles pour effectuer le suivi, parce qu'il y a plusieurs ministères qui sont interpellés par les recommandations. Je sais qu'il y a un plan d'action qui est en train de se peaufiner et qu'il y aura un lancement de ce plan d'action-là. Je ne l'ai pas vu en détail, je ne peux pas vous donner des scoops, mais juste le fait qu'il y ait un plan d'action qui s'en vient, qui sera déposé publiquement, mais ça va vous permettre, nos auditeurs et nous-mêmes comme citoyens, de jeter un regard sur ça et voir comment ils veulent adresser les différentes recommandations qui ont été faites. Donc, je trouve que c'est très positif. Et ce qui m'a vraiment fait plaisir personnellement, c'est qu'il y aura un comité de jeunes associé à la démarche de mise en place des recommandations, mais aussi de suivi de tout ça. Puis je trouve que c'est très porteur et c'est très intéressant que le ministère de la Santé puisse mettre en place ce comité-là. Donc, j'ai plutôt bon espoir. Merci, ce sont de bonnes nouvelles, en effet. Donc, on peut être optimiste par rapport à ça. Monsieur Goustian, vous avez quelque chose à dire, j'ai l'impression? Oui, en fait, cette commission d'enquête-là, elle est survenue subitement. Ce n'est pas comme la commission Charbonneau, là, où les partis d'opposition, pendant 4 ans, ont demandé qu'il y ait une commission d'enquête sur la collusion. Ça vient vraiment du bureau du premier ministre, de rapidement, 1 mois à peine après le décès de la fillette, la commission a été créée et c'est lui qui reçoit. Donc, la conjoncture politique est excellente. Mais il y a des défis, j'y reviendrai dans 30 secondes. M. Legault a demandé cette commission d'enquête-là, avait dit à Mme Laurent qu'il ferait le maximum pour implanter les recommandations et je pense que la conjoncture politique, il reçoit le rapport, il est encore là au moins jusqu'en octobre 2022. La conjoncture est excellente. Par contre, évidemment, les défis, c'est la pandémie. Les défis ou les obstacles ou les difficultés, c'est la pénurie de main-d'œuvre. On a beau vouloir doter la première ligne, il faut qu'il y ait des intervenantes et des intervenants qui prennent les postes, qui travaillent. Alors, il y a évidemment des défis. La santé avec la pandémie a pris, même la santé publique. Quand on a entendu la santé publique en février 2019, il se plaignait, en février 2020, en octobre 2019, ils se plaignaient qu'ils avaient des budgets faméliques, 2,5% au lieu de 5% qui est la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé. Bien, là, évidemment, ça a été corrigé, mais ça a pris une pandémie. Là. Alors, jusqu'où le gouvernement pourra aller, on le verra au fil des années, mais moi, j'ai bon espoir. L'accueil du rapport par le monde politique a été excellent aussi, et n'oublions pas qu'il y avait 4 députés avec nous qui ont, de chaque parti, qui ont participé, qui ont signé et qui appuient les recommandations. Donc, ces personnes-là, bien évidemment, ils vont être cohérents avec leur engagement avec le rapport. Là. Ils vont continuer à soutenir les orientations, les recommandations. Donc, la conjoncture est bonne, mais il y a des défis. Voilà. Merci. Et puis, je vais prendre une autre question là, de Simon Lapierre. Plutôt que d'opposer la question des droits des enfants et celle des besoins des enfants en les associant respectivement au secteur juridique et clinique, ne serait-il pas plus intéressant d'intégrer la question des droits des enfants et le respect de ces droits dans tous les secteurs, incluant le juridique et le clinique? Donc, est-ce que vous avez l'impression qu'on sépare droits juridiques et puis besoins cliniques et qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il n'y ait pas cette séparation-là et qu'on finalement on respecte les droits dans tous les secteurs? Qui est-ce qui veut se lancer?
Ben, je peux y aller, là. J'avais quand même cette distinction-là. Peut-être préciser que je n'oppose pas personnellement les droits aux besoins des enfants. C'est plutôt une question en fait, c'est plutôt de dire que dans les faits, elles peuvent avoir tendance à s'opposer à cause du processus juridique. C'est pas tout à fait la même chose que de dire qu'on les oppose théoriquement. Et ce que, en fait, je l'ai dit un peu tantôt, il me semble aussi important de former le milieu social à une sensibilité aux considérations juridiques que l'inverse. C'est juste que pour moi, on parle plus souvent et plus facilement de la formation du milieu social au milieu juridique que l'inverse. Et c'est pour ça que j'insistais beaucoup sur l'inverse, c'est-à-dire le chemin inverse, c'est-à-dire former les juristes aussi aux connaissances de base qu'ont les intervenants dans le milieu social. J'aurais quelque chose à ajouter, si je peux me permettre. Je pense, si à la base, c'est pas nécessairement des choses qui s'opposent, les droits de l'enfant et leurs besoins, je pense que ça arrive souvent qu'on les mette en opposition. Je vous donne un exemple que j'entends constamment, c'est ce que l'enfant dit n'est pas nécessairement dans son intérêt. Ça, on l'entend en protection de la jeunesse, on l'entend en familial, peu importe ce que l'enfant va dire, c'est pas nécessairement dans son intérêt. Puis je pense que c'est bien de le prendre en considération que il y a une nuance à faire, que l'un n'équivaut pas à l'autre, mais on a quand même tendance à faire cette opposition-là et qu'on peut le voir dans le milieu juridique comme on peut le voir dans le milieu clinique. Je vous donne un exemple d'une recherche qui a été effectuée par Elisabeth Godbout sur les rapports d'expertise des experts, où est-ce qu'on se rend compte que finalement, les experts tiennent très peu compte de ce que les enfants ont à dire de leur propre expérience dans leur rapport d'experts, dans leurs recommandations. Alors, je pense qu'effectivement, c'est généralisé plus ou moins, c'est-à-dire on le voit dans tous les domaines. Je pense que dans tous les domaines, on gagne à avoir une approche qui soit plus conciliante, tant des intérêts, tant des droits, tant des besoins des enfants. Et puis sur la question de l'intérêt de l'enfant, peut-être qu'on peut pas le préciser davantage, mais il y a certainement une meilleure conciliation à faire, puis ne serait-ce que cesser d'opposer les deux choses. Je pense que c'est encore très présent. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres rajouts? Est-ce que je passe à la prochaine question? Je vais passer à la prochaine question. Puis vous voyez certainement également dans le chat, là, il y a pas mal de participation également du public. Donc, c'est très apprécié. Merci. Et il y a une question par rapport au commissaire, justement. Il y a la présence de multi-acteurs dans la situation d'un enfant, enseignants, médecins, pédopsychiatres, éducateurs, TS, avocats, parents, familles d'accueil, etc. Comment le fait d'ajouter un acteur, le commissaire, peut-il unifier ces acteurs? Concrètement, si son rôle est de suivre l'ensemble de ses partenaires et de s'intéresser à l'enfant, comment peut-il en pratique y arriver? Qu'est-ce que sera sa charge de travail? N'est-ce pas faire un défi supplémentaire pour l'enfant d'entrer en lien avec un commissaire alors qu'il y a déjà tout ce monde autour de l'enfant? Je peux peut-être y aller rapidement. Leslie, tu compléteras. Le rôle du commissaire, ce n'est pas d'intervenir pour un plan de service ou un plan d'intervention pour un enfant spécifique. C'est de favoriser en général la participation des enfants à leur situation personnelle, mais dans la société aussi. Dans à peu près toutes les municipalités, il y a des maisons de jeunes. Mais est-ce que dans le conseil municipal, on a un petit comité aviseur de jeunes pour l'aider à prendre les décisions sur la localisation, le contenu, la programmation d'une maison de jeunes? Je ne penserais pas. Alors, l'idée, c'est ça, là. Le commissaire, oui, il y aura à récupérer les pouvoirs de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse quant à la lésion de droits, quant à un genre de surveillance du DPJ, mais c'est un élément important, mais l'essentiel, c'est un commissaire au bien-être. Il y a des pays qui ont développé, puis il y a d'ailleurs des travaux qui se font en Colombie-Britannique là-dessus au niveau pour international, des études sur la répercussion des décisions publiques et politiques sur les droits des enfants, sur le bien-être des enfants. Bien, le commissaire pourra en faire. On veut changer des orientations gouvernementales, que ça a comme impact, ça, sur les enfants. Sur l'environnement,
on a des bureaux d'analyse mais pour les enfants, c'est ça, on veut un commissaire qui dise un instant, ça, c'est votre idée, là, c'est intéressant de fermer les écoles, là, mais ça a beaucoup d'impact sur les enfants et voilà ce que les enfants ont à vous dire. Alors, ce n'est pas un intervenant qui fait de l'intervention individuelle, il en fera au niveau des lésions de droit, mais c'est aussi une personne qui aura un regard macroscopique sur la situation des enfants. Je le rappelle, 1 600 000 enfants au Québec, là, c'est du monde, ça, là. Voilà. Merci. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, peut-être Mme Hill ou... Oui, je suis d'accord. C'est vraiment essentiellement un rôle politique et social et quelqu'un qui va pouvoir porter la voix des enfants vers les autres instances afin que les jeunes puissent participer à la vie politique et sociale. Mais la première partie de la question est très importante. C'est vrai qu'il y a plusieurs acteurs autour des enfants dans les différents milieux de vie et on a vraiment fait un constat que ces personnes-là ne travaillent pas toujours de façon efficace autour des enfants pour toutes sortes de raisons. Hein? Et on a eu autant les policiers, les gens scolaires, les services de garde éducatif à l'enfance, les organismes communautaires et même les intervenants de la DPJ qui sont venus nous dire on ne peut pas se parler. Donc, la fameuse confidentialité, c'est quelque chose qu'on a dû regarder aussi pour essayer de dénouer ce travail collectif qui doit se faire autour des enfants dans leur meilleur intérêt. Donc, je trouve que cette partie de la question n'est pas à négliger. Merci. Ça me fait, je vais un peu pour une dernière question, disons, je vais combiner un peu des choses que j'ai vues dans le Q&A et puis dans le chat. Et puis, il y a des choses par rapport au travail en silo et puis qu'il faut sortir de là. Et puis ça, c'est bien sûr en lien aussi avec ces multiples acteurs autour de l'enfant et besoin de formation de chacun, une formation interdisciplinaire et le manque de ressources avec tout ça. Donc, comment est-ce qu'on fait ça concrètement? Dans la pratique, comment est-ce qu'on va arriver à une situation où on ne travaille pas en silo et puis tout le monde a eu de la formation pour travailler, collaborer et puis travailler avec des enfants et comprendre les grands principes, disons, des droits de l'enfant? Grosse question. Je vais peut-être laisser, peut-être que chacun pourrait dire quelques mots là-dessus avant qu'on termine. Peut-être Maître Ricard d'abord. Oui, je peux peut-être me lancer juste pour dire, à chaque fois qu'on essaie de faire des gros changements sociaux comme ça, nécessairement, ça implique un changement de culture qui ne se fera pas du jour au lendemain. Et je pense qu'il n'y a personne qui est dupe du fait que ça ne peut pas tout se transformer là, à la lecture d'un rapport parce que c'est effectivement beaucoup de comportements individuels de plein de partenaires qui vont devoir changer leur façon de faire, leurs réflexes. Il y a des cultures organisationnelles aussi. Hein, il y a une culture organisationnelle dans la DPJ, dans les CIUS, dans la place qu'a la jeunesse dans les CIUS, dans la place qu'a la jeunesse dans les processus politiques en général. Et l'implémentation, à mon avis, de toutes ces recommandations-là demande un changement de culture qui ne se fera pas rapidement, mais je pense que certainement que l'intérêt, et ça, moi, c'est quelque chose qui me réchauffe le cœur beaucoup de voir à quel point il y a eu un intérêt sincère pour cette commission-là dans la population générale et que ça a eu quand même un impact politique important. Ça m'encourage quand même à ce qu'il y ait quelque chose qui pousse ce changement de culture-là et qui vient de la population générale. Merci. Maître Costanzo. Et puis, moi, je dirais vraiment dans le même sens que Maître Ricard, à savoir, je pense pas qu'il y a de formule magique, là, je pense pas qu'il y a de recette pour pouvoir mettre ça en œuvre. Je pense que ça va se produire de par une mobilisation, présentement qu'on voit une mobilisation qui est sociale, que ce soit sur l'ordre du jour, politique également, puis que les acteurs, alors ne serait-ce que les participants, les participantes d'aujourd'hui, on a des gens d'à peu près tous les milieux.
je pense que ça passe par ça. Donc, si en réfléchissant au changement, on est déjà dans une perspective interdisciplinaire, je pense que ça va permettre ces changements-là de s'opérer. Puis je pense que dans ce travail, ce serait important aussi de trouver une place aux enfants. Alors, il n'y avait pas d'enfants ici avec nous aujourd'hui, ça va être intéressant. Puis, il y a des difficultés réelles, il y a des obstacles d'inviter des enfants à participer, que ce soit éthique, que ce soit avec des autorisations quelconques, etc. Ils sont à l'école présentement. Bon, mais je pense que de trouver une façon d'être cohérent aussi dans cette démarche-là, puis leur offrir une place à réfléchir à cet avenir sera important. Évidemment, il va y avoir une résistance de la part des acteurs de tous les milieux parce qu'on est habitué de faire certaines choses d'une certaine manière. Le modus operandi qui change, ben ça implique une certaine résistance, mais avec cet engouement, avec cette volonté réelle, parce que je pense que c'est ce qu'on observe, c'est qu'il y a une réelle volonté à ce que les choses s'améliorent. Je pense que ce sera comme ça qu'on va inventer, on va apprendre à marcher en avançant, là. C'est une métaphore peut-être un peu boiteuse aussi, mais c'est un peu en avançant que les choses vont pouvoir se changer, puis qu'on n'aura pas les réponses, puis que ça va peut-être changer en cours de route, mais c'est par l'action qu'on va avoir des réponses. Merci. Je pense que la professeure Quaid me dit qu'il va falloir terminer, mais je voudrais donner l'occasion à Mme Hill et M. Gosselin également de partager leur point de vue là-dessus. Je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes idées dans le chat déjà que j'essaie de lire en même temps que j'écoute tout le monde. Mais je pense que c'est vraiment le changement de culture nécessaire et le changement de posture. Et je suis d'accord avec les gens qui disent que la pédiatrie sociale, c'est un beau modèle. C'est un modèle où les enfants et les parents sont acteurs, participants pleinement dans un processus avec d'autres partenaires pour essayer de trouver réponse à leurs propres besoins et mieux accompagner leurs enfants et leurs familles. Donc, il y a quelque chose dans la posture que nous allons prendre, dans la co-intervention aussi, dans l'intégration des services offerts, que ce soit l'avocat et le TS autour d'un enfant qui vit une situation difficile, ou que ce soit le scolaire ou le communautaire. Mais c'est pas facile à arriver, ça. Et tous les rapports des dernières 40 années nous disent de faire ça, puis on est encore en train de parler de ça. Donc, c'est vraiment un des enjeux les plus critiques, c'est de voir comment on mobilise un réseau autour des familles et comment on peut faire différemment. Peut-être, c'est certain que le changement de culture, c'est ça qui est la clé. Et ça prend du temps, mais juste la mise en place de la commission, quand on rencontrait des témoins, on a rencontré les PDG, on a eu des rencontres aussi plus privées avec la magistrature, on a senti quand même, il y a un vent. Il y a en lançant cette commission-là, le premier ministre envoie un message. Et je pense que c'est sûr que le DPJ ou la direction nationale aussi va assurer une plus grande coordination. Parce qu'il y a des disparités entre les DPJ. On parlait de la judiciarisation, puis je termine là-dessus, mais il y a des DPJ qui judiciarisent un dossier sur 3, il y en a qui en judiciarisent 8 sur 10. C'est la même loi, c'est la même province. Les problèmes ne sont pas tant différents à Gaspé qu'au Lac-Saint-Jean, là, je veux dire. Bon. Alors, il va y avoir comme des choses de fait. C'est un long parcours, mais on fait ça pour les familles et les enfants, là. Alors, moi, je suis optimiste, mais c'est un pas à la fois. Voilà. Merci vraiment d'avoir terminé avec un ton tellement optimiste. Et là, je vais passer la parole à la professeure Quaid. Désolée. Je vous remercie toutes et tous d'avoir été des nôtres. Je remercie nos invités d'avoir donné de leur temps précieux pour avoir cette discussion importante et intéressante et je partage les remarques de ma collègue, la professeure Paré, que le ton optimiste est encourageant et espérons que les travaux vont se poursuivre. Ce n'est pas un enjeu qu'on va résoudre dans quelques semaines ou quelques jours. C'est quelque chose, ça va être un ouvrage qui prendrait vraiment un engagement de la part de tous les intervenants pendant un certain temps.
J'aimerais aussi remercier le laboratoire et Caroline Fauché qui a organisé un peu le côté logistique de la chose. Et encore une fois, ma collègue Mona Paré d'avoir organisé le tout et d'avoir vraiment réussi à diriger la conversation de manière fascinante. Alors, au nom de la section de droit civil, la faculté de droit de l'Université d'Ottawa, je vous remercie et je vous encourage à vous joindre à nous pour notre prochain événement qui sera en fait dans 2 jours, le 30 septembre, où on aura l'occasion d'entendre l'aîné Oscar Kistabich qui nous entretiendra sur la réconciliation pour marquer la première journée sur la vérité et la réconciliation. Alors, bonne journée et au revoir. Merci.